Bonjour, Laura Miribel, juriste, gérante de la société Miribel Immobilier, entreprise grenobloise spécialisée dans la location et la gestion immobilière. Aujourd'hui, je vais vous présenter les spécificités de la vente d'un terrain à bâtir. Nous n'aborderons pas le cas de la vente d'un lot de lotissement puisque cela fera l'objet d'une prochaine vidéo. La vente d'un terrain à bâtir doit faire l'objet d'une attention toute particulière, puisqu'elle présente un certain nombre de spécificités. Préalablement à la prise d'un mandat, l'agent immobilier va devoir s'assurer d'un certain nombre d'éléments avant de pouvoir raisonnablement le proposer en tant que terrain à bâtir. Il devra obtenir tout d'abord un plan de prévention des risques naturels et technologiques que l'on trouve très facilement sur Internet, qui sera un document complété par une recherche effectuée sur le site internet Géorisque, qui permettra d'avoir une idée complète des risques qui sont sur ce terrain en particulier. Vous devrez également obtenir le résultat de la recherche effectuée sur le site Basol, qui recense les sols pollués ou potentiellement pollués. Et enfin, une recherche sur le site Basias, qui recense les sites industriels abandonnés ou non, susceptibles d'engendrer une pollution de l'environnement. Avec ces documents, vous allez pouvoir déterminer les zones précises dans lesquelles le terrain se trouve. Par exemple, s'il s'agit d'une zone inondable classée rouge, dans ces zones, le risque est élevé et aucun permis de construire ne pourra être délivré. Pour les zones bleues, c'est-à-dire à risque modéré, il est possible d'obtenir un permis de construire, mais il sera assorti de certaines prescriptions. Et enfin, dans les zones blanches, c'est-à-dire présumées sans risque, un permis de construire pourra être obtenu. S'agissant des risques naturels et technologiques, lorsque le risque est moyen, un permis de construire pourra être obtenu, mais il sera assorti de certaines prescriptions. Ensuite, au-delà de ces documents qui permettent déjà de se faire une idée sur la constructibilité ou non du terrain, il va falloir s'assurer de son classement au niveau de l'urbanisme. Pour cela, il va falloir interroger la mairie qui détient donc ces documents. Ce sera soit un PLU, soit un POS ou encore une carte communale en fonction des mairies. Il est possible de se rendre en mairie pour obtenir ces informations, mais il est vivement conseillé d'obtenir dès la prise de mandat un certificat d'urbanisme informatif. C'est un document de toute façon qui sera annexé à la promesse de vente et qui donnera l'ensemble des informations nécessaires pour déterminer notamment la zone dans laquelle le terrain se situe et les contraintes. Pour demander un certificat d'urbanisme informatif, c'est très simple, il suffit de télécharger le formulaire sur Internet, de le compléter et de l'accompagner du plan cadastral que vous trouverez sur cadastre.gouv.fr. Vous joindrez donc ce plan au formulaire et vous pourrez l'envoyer alors en mairie. Deux solutions, soit vous l'envoyez en courrier simple, la plupart des mairies répondent, donc ça ne pose aucune difficulté. Mais si les mairies ne répondent pas, il faut en principe le renvoyer par recommandé avec accusé de réception, puisque la réception de ce document fera courir un délai de 1 mois, au terme duquel le certificat d'urbanisme sera délivré tacitement, ce qui vous obligera de toute façon à vous rendre en mairie pour obtenir les informations que vous souhaitez. Dans certaines villes, il est possible d'obtenir des renseignements d'urbanisme directement sur le site internet de la ville en question. C'est notamment le cas de la ville de Grenoble. Il vous suffit donc de vous rendre sur le site de la ville de Grenoble, de renseigner la section, le numéro de parcelle du terrain concerné et vous obtenez les renseignements d'urbanisme immédiatement. Une fois les documents d'urbanisme obtenus, que ce soit un certificat d'urbanisme ou une fiche de renseignement d'urbanisme, vous allez connaître la zone dans laquelle se situe le bien. Différentes zones existent. La zone U, tout d'abord, la zone urbaine. Dans ces zones, il existe deux types de secteurs.
un secteur déjà urbanisé, c'est-à-dire un secteur comprenant déjà des constructions et pour lesquels les réseaux existants permettent la construction de nouvelles maisons ou en tout cas de nouveaux bâtiments. Et des zones non encore urbanisées qui le seront sous peu, mais dans un délai qui sera déterminé par la mairie. Donc dans les zones U déjà urbanisées, un permis de construire peut être obtenu en principe sans difficulté. Il existe également des zones appelées AU, c'est-à-dire des zones à urbaniser. Là encore, deux sous-sections AU. La première est la 1AU. C'est une zone dans laquelle il existe des réseaux permettant d'accueillir de nouvelles constructions dans un périmètre immédiat. Donc des autorisations d'urbanisme visant à la construction pourront être obtenues dans un certain délai qui pourra être déterminé par la mairie. Et enfin les zones 2AU qui sont des zones en principe inconstructibles. Et enfin, on trouve également des zones A ou des zones naturelles et forestières. Dans ces zones, en principe, toute construction sera refusée, sauf s'il s'agit de construction à usage agricole ou agricole et forestière. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de tous ces éléments, que ce soit la zone relative au plan de prévention des risques naturels et technologiques, à la pollution ou au site industriel, et bien sûr les zones déterminées par les règles d'urbanisme, ne sont que des faisceaux d'indices, des indicateurs de constructibilité. Cela ne remplace pas un permis de construire et seul un permis de construire délivré par l'autorité compétente, purgé de tout recours et de tout retrait, permet d'assurer la constructibilité d'un bien. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces éléments permettra à l'agent immobilier de proposer raisonnablement ce terrain en tant que terrain à bâtir et de rechercher un acquéreur à ce titre. L'acquéreur, une fois trouvé, nous allons envisager la rédaction de l'avant-contrat. En plus des clauses classiques que l'on va retrouver également dans le cadre des avant-contrats portant sur des biens déjà bâtis, on trouve des clauses spécifiques, c'est celle-ci que je vais développer maintenant. Tout d'abord, la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire. C'est une condition suspensive en faveur de l'acquéreur, puisqu'elle vise à protéger l'acquéreur en lui assurant la faisabilité de son projet. Pour la rédaction de cette clause, comme de toutes les conditions suspensives, il faudra veiller à préserver l'intérêt du vendeur et de l'acquéreur, c'est-à-dire se méfier de la potestativité de la clause, c'est-à-dire une clause qui dépendrait de la volonté unique d'une des deux parties et qui donc ne serait pas valable. Pour rédiger cette clause, il faudra encadrer les démarches de l'acquéreur et notamment la nature de son permis de construire. C'est-à-dire qu'il faudra ne pas hésiter à préciser les caractéristiques essentielles de son projet. Est-ce qu'il va construire une maison mitoyenne, une maison individuelle? Est-ce qu'elle sera à usage unique d'habitation ou à usage d'habitation et professionnelle? Le nombre de niveaux ou encore le nombre de pièces, cette liste n'étant pas exhaustive. Ensuite, il faudra bien sûr encadrer cette clause dans des délais. Le premier de ces délais est le dépôt d'un dossier en mairie. La demande de permis de construire doit être déposée avec un certain nombre d'éléments. C'est un dossier relativement lourd. Il faudra donc interroger l'acquéreur pour savoir s'il a déjà pris contact auprès d'un architecte pour avancer son projet. Et cela permettra de déterminer si un dossier complet peut raisonnablement être posé d'ici 15 jours à compter de la promesse ou plutôt 45 jours. C'est des délais assez classiques. Soit on part sur un délai très court parce que le projet de l'acquéreur est déjà bien avancé, soit on part sur un délai un petit peu plus long pour lui permettre de déposer un dossier complet. Parce qu'à compter du dépôt du dossier,
Normalement, le délai d'instruction du permis, qui est d'un délai de droit commun de 2 mois, va commencer à courir. Mais ce délai ne commence pas à courir tant que la mairie ne dispose pas d'un dossier complet. Il faut donc ne pas trop presser l'acquéreur, puisque tous ces délais sont dépendants les uns des autres, en tout cas calculés en fonction du dépôt du dossier de permis de construire. Donc pour permettre de respecter l'ensemble des délais de la promesse, il faut prendre le temps nécessaire. De toute façon, la vente d'un terrain à bâtir est une procédure relativement longue. Il convient d'en informer le vendeur dès la prise de mandat pour pas qu'il ne soit surpris et permettre de prendre le temps nécessaire pour que le dossier se déroule sans problème. Une fois le dossier déposé en mairie, celle-ci dispose d'un délai d'1 mois pour faire connaître à l'acquéreur s'il manque des documents ou non. Si elle ne réagit pas pendant ce délai d'1 mois, ça signifie que le dossier est complet et le délai d'instruction du permis de construire commence à courir. Le délai d'instruction d'un permis de construire est de 2 mois. Il s'agit du délai de droit commun. Ce délai peut être porté à 4 mois dans certaines circonstances, notamment lorsque le terrain se trouve aux abords d'un monument historique. Vous aurez cette information par les documents d'urbanisme que vous aurez préalablement demandés lors de la constitution de votre dossier. Une fois le permis de construire obtenu, 2 autres délais doivent encore être pris en compte. Un délai de retrait administratif, qui est un délai pendant lequel l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme peut le retirer pour cause d'illégalité. C'est un cas très rare, mais malgré tout, nous devons le prendre en considération, puisqu'il existe. Il faut également purger un autre délai parallèlement à ce délai de retrait, donc ça ne retardera pas de toute façon la réitération de la vente. Il faut donc conseiller de toute façon au stade de l'avant-contrat de le purger. Si l'acquéreur souhaite finalement y renoncer, il le verra au moment de l'acte définitif. L'autre délai à purger est le délai de recours des tiers. Celui-ci, à mon sens, doit impérativement être purgé. Et il faut que l'acquéreur procède à l'affichage du permis de construire sur le terrain, sur un panneau réglementaire, afin de faire courir ce délai. Une fois le permis obtenu, il faut donc prévoir un certain laps de temps, 8 jours me paraissent suffisants, pour procéder à cet affichage. La preuve de la purge de ce délai et donc de cet affichage est libre. Pour autant, on ne peut que conseiller à l'acquéreur de recourir à un constat d'huissier. En effet, le constat d'huissier présente des qualités que les autres modes de preuve ne peuvent égaler, et notamment la force probante qui permet à cet acte de faire foi jusqu'à inscription de faux. Malgré tout, les acquéreurs sont souvent réticents à procéder par constat d'huissier en raison du coût. Dans ce cas, vous pouvez leur informer qu'ils peuvent se prémunir de la preuve de l'affichage continu de 2 mois par tout moyen à leur convenance. Certains choisissent de faire une photo du panneau avec le journal du jour et de se l'envoyer par recommandé le premier jour et le dernier jour du délai de 2 mois. Il est également possible de poster cette photo sur les réseaux sociaux, ça a été admis. Une fois ce délai de 2 mois passé, en principe, il n'est plus possible pour les tiers de former un recours contre le permis de construire. S'il n'est pas possible d'apporter la preuve en cas de litige que le délai a bien été purgé, les tiers disposent d'un recours durant toute la durée de la construction et jusqu'à 1 an après l'achèvement. Pour résumer l'ensemble de ces délais, tout d'abord le dépôt d'une demande de permis de construire en mairie, donc entre 15 et 45 jours à mon sens à laisser à l'acquéreur. Il n'y a pas de règle en la matière, à voir en fonction de chaque cas. Une fois le dossier complet déposé, la mairie dispose donc d'un délai de 2 mois, sauf exception, pour instruire la demande. Et une fois le permis délivré, dans ce cas, il faut purger 2 recours qui se purgent en réalité en même temps, le retrait administratif de 3 mois et le recours des tiers de 2 mois.
Pour effectuer le dépôt de cette demande de permis de construire, l'acquéreur n'a pas besoin d'une autorisation spéciale de la part du vendeur, même si l'acquéreur, par définition, n'est pas propriétaire du terrain. En effet, le seul compromis qui aura été régularisé lui permet d'obtenir les pouvoirs nécessaires pour effectuer cette demande. Le parallèle à cela est que le pétitionnaire est bien entendu l'acquéreur. Si jamais la vente, pour une raison X ou Y, n'était finalement pas réitérée par acte authentique, dans ce cas, il faut prévoir dans l'avant-contrat la possibilité de transfert de ce permis au profit du vendeur, qui pourra alors lui-même soit le modifier, soit l'annuler, ou encore le transmettre à son tour à un nouvel acquéreur. Et enfin, il faut prévoir également la possibilité pour l'acquéreur, au sein même du compromis, d'effectuer tout sondage ou relevé nécessaire sur le terrain pour vérifier que son projet est conforme aux caractéristiques de ce terrain. Il faut lui laisser un certain laps de temps et surtout prévoir que le terrain devrait être remis en état après les investigations qu'il aura réalisées. À côté de cette condition suspensive relative au permis de construire, une autre spécificité de la vente d'un terrain à bâtir, hors lotissement, est l'absence de faculté de rétractation de l'acquéreur. En effet, il ne bénéficie d'aucune rétractation possible lorsqu'il signe l'avant-contrat. Et enfin, une petite particularité s'agissant des taxes relatives à cette vente. Pour le vendeur, cette fois-ci, il existe deux types de taxes qui pourraient trouver à s'appliquer. Ce n'est pas systématique, ça dépend de plusieurs éléments. La taxe de l'article 1529 du Code général des impôts et la taxe de l'article 1605 nonies de ce même code. Vous pouvez trouver toutes les informations relatives à ces taxes dans l'imprimé de plus-value. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les spécificités de la vente d'un terrain à bâtir. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci et à bientôt.